are the New York Knicks. We are the New York Knicks. Bienvenue à tous dans Origine de Champions, notre série dans laquelle nous replongeons dans le passé pour revisiter les profils de draft de nos champions NBA 2026, les New York Knicks. Aujourd'hui, deuxième numéro, Landry Shamet. Et pour ce faire, nous replongeons dans le scouting report de Cole Zwicker, qui à l'époque était pour TheStepien.com, qui date du 4 avril 2018 à la fin des 3 ans de Shamet à Wichita State et avant sa draft en 2018. Origine de champion, Landry Shamet, c'est parti. Scouting report en point par point. D'abord, force du profil. Bonne taille pour un combo guard qui devrait l'aider à compenser son manque de puissance. Un des meilleurs shooters de cette cuvée. Fluide, relâchement du ballon à un seul mouvement rapide et avec un léger tilt sur le côté pour bien s'aligner avec le panier. Prêt à shooter dès la réception du ballon. Il possède une incroyable diversité de tirs, étant capable de shooter en sortie de dribble, y compris les step-back contestés, ou en réception de passe, en mouvement, en partant sur la droite comme sur la gauche. Son footwork est très bon, sachant enchaîner à partir d'une prise d'appui 1-2 ou bien sur une double prise d'appui. Il sait parfaitement comment bouger sans ballon dans la motion offense de Wichita State. Coupe très bien au cercle autour d'intérieur passeur et sait comment lire les écrans ainsi que son défenseur. Curl au panier, aller en backdoor, etc. Il se repositionne et se relocalise sans cesse dans le périmètre pour de meilleurs angles de passe et de 3 points. Joue très bien le pick and roll avec un bon timing en tant que porteur de balle, usant de dribbles d'hésitation et laissant le temps au big de plonger au panier. Il sait également garder son défenseur in jail, en prison dans son dos. Il peut faire plus ou moins toutes les passes possibles sur pick and roll, sur de simples lectures, pouvant passer par-dessus grâce à sa taille, passer à une main, des pocket passes entre les deux défenseurs ou des entry passes précises. Il possède aussi une solide vision sur driving kick et peut passer autour de défenseurs au panier. C'est un décisionnaire tout à fait compétent avec la balle, réalisant la passe simple et avec de bons instincts en général pour passer. Excellent toucher également sur ses passes. Ce n'est pas un dribbleur de haut niveau, en dehors du répertoire classique de crossover ou in and out, mais il peut tout de même résister aux pressions au niveau NCAA. Shamet manque de pop vertical au panier, mais il possède une explosivité correcte avec de longues foulées, ainsi que quelques finitions aériennes créatives dans les airs, en up and under. C'est aussi un meilleur finisseur sur cut lorsqu'il a le temps de décoller à partir de 2 appuis, évidemment. En défense, sa vitesse est très sous-estimée. Il possède des appuis très légers, bouge très bien latéralement et réagit très vite aux situations qu'il doit gérer. Bonne technique défensive également et bon QI défensif. Il peut contester les lignes de passe et réaliser des close-out sous contrôle avec une haute fréquence d'appui. Il sait quand il doit venir aider et peut réaliser des interceptions ou déviations sur des stunts loin du ballon. Shamet manque de puissance, mais a démontré un bon footwork également pour traverser les écrans sur pick and roll en défense et possède même la longueur pour appliquer de bonnes pressions sur le ballon. C'est un défenseur collectif tout à fait fiable. De très bonnes et très fréquentes rotations depuis le côté faible et il réalise par ailleurs tout le temps le tag sur le rollman. La tête sur les épaules. Tente parfois même de switcher et de poser de bons box-out au rebond contre les big men. Faiblesse du profil. Charpente très fine et épaules resserrées, qui limite sa capacité à terminer à travers les contacts au panier en absorbant les chocs. Quid de sa capacité à gagner en masse vu ses épaules. Ce n'est pas du tout un driver à haut volume, manquant notamment de capacité à mettre dans le vent son défenseur avec aisance et n'allant donc que rarement en pénétration en plein cœur de la défense dans des situations de création. Il semble plus correspondre à un profil de combo guard dans une motion offense que à un vrai porteur de balle principal. Il a du mal à se créer de l'espace sur ses drives, sur de la puissance pure également, avec sa charpente fine, et ne peut pas compenser, par ailleurs, par des nuances ou des changements de direction dans l'espace de par son dribble loin d'un niveau d'élite. Il ne génère par ailleurs pas beaucoup de séparation en 1 contre 1 face à son défenseur. Shooter d'élite, mais relâche le ballon assez bas, même s'il le relâche très vite, et a shooté quelques 3 points avec des trajectoires de tir assez plates. Les équipes NBA seront donc sans doute curieuses de le voir shooter avec les distances NBA à 3 points dans les workouts pré-draft. Il a d'excellents appuis et se montre rapide en défense, mais il manque de véritable explosivité et a aussi du mal à absorber les chocs infligés par l'attaquant sur le drive ou par les écrans sur pick and roll, et se fait donc facilement dégager de ses spots. Son combo de charpente fine et de taille
bonne mais pas élite, semble limiter son potentiel défensif ainsi que sa potentielle polyvalence, s'il joue en effet sur les ailes au niveau supérieur. Il est parfois un peu sujet également à mordre sur les feintes de tir de l'adversaire. Bilan du profil. Après avoir subi une fracture du pied durant son année freshman, Landry Shamet s'est très bien remis et repositionné sur les radars de scout NBA pour la fin du premier tour de cette draft 2018. Il possède le skill set dynamique que toutes les équipes NBA adorent et recherchent actuellement, le shoot. Et il peut surtout le faire de manière dynamique et arriver sur son shoot à partir de plein de situations différentes, pas que statiques. Donc, Shamet n'est pas qu'un shooter, cependant. C'est un joueur intelligent des deux côtés du terrain et peut même apporter du playmaking secondaire. Son potentiel défensif est en effet plafonné par son manque d'épaisseur, mais il peut en partie compenser par ses appuis rapides et son intelligence de savoir comment défendre. Au final, Landry Shamet peut tout à fait devenir une version similaire à Seth Curry, Derrick White ou bien encore Patty Mills avec moins de dynamisme on-ball. Et sa capacité à shooter en mouvement et jouer au sein d'un système de jeu structuré devrait réellement aider une équipe en grand manque de shoot. Sa fin de saison a été compliquée sur le dernier match contre la fac de Marshall, mais ce match-là ne devrait pas faire oublier ses qualités et son profil on ne peut plus transposable à la NBA. It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again! Et donc, à présent, vous le savez, quelques commentaires de notre part à propos de ce scouting report qui a été écrit d'ailleurs. Alors, au niveau de la forme, c'est pas très agréable parce que ce n'est pas un article en soi, comme le faisait Draft Express à l'époque. C'est en effet plutôt une liste de points, forces et faiblesses. Donc, en effet, à lire, c'est pas aussi agréable que d'habitude, on va dire. Mais c'est vrai qu'au niveau du fond, c'est quand même très bon, je trouve. Mes souvenirs collent un peu par rapport à ça. Et surtout, le fameux Cole Zwicker, qui est l'auteur de cet article pour thestepien.com, Cole, aujourd'hui, il est vice-président des opérations basket chez les Houston Rockets. Voilà, donc c'est juste pour rappel, c'est la fameuse équipe The Stepien. Quand Draft Express se fait recruter par ESPN, donc c'était la référence Draft Express, finalement se crée, à partir de ce vide, Draft Express n'est plus là, se crée un site The Stepien avec plein d'amateurs, et des amateurs qui ne le resteront qu'à peine 2-3 ans, quoi, pour le coup, parce que directement les mecs se font engager comme des scouts à droite, à gauche, etc. Et donc Jackson Hoy, notamment, aujourd'hui, est directeur du scouting à Memphis, et Cole Zwicker aussi, et du côté des Rockets, mais il y a pas mal de monde, et Rockets et Memphis. Je crois qu'il y a deux, trois autres noms dans ces franchises, Pesquera aussi notamment, Shane Derental qui était le grand chef aussi, qui lui a commencé aux Sixers et maintenant il est au Thunder. Voilà, Shane Derental est au Thunder. Enfin bref, la fine équipe de The Stepien. Encore une fois, merci à eux pour ces 2-3 belles années à peine, hein, c'est pas beaucoup, mais au moins ils ont été là pour la draft 18 et 19. Donc bref, merci Cole Zwicker, et pour le coup c'est vrai que donc Landry Shamet, allons sur Landry Shamet, on va parler un peu de son parcours, on va discuter un peu aussi du côté, commenter un peu le scouting report et qu'est-ce qu'on pouvait attendre, qu'est-ce qu'on a eu pour de vrai, etc. C'est vrai que moi, Landry Shamet, d'un point de vue personnel, c'est une draft que j'ai couverte, entre guillemets couverte, la 18, mais pour le coup, moi j'ai une méthodologie qui est un peu différente, c'est-à-dire que je préfère me concentrer sur à peine 10 ou 15 prospects et bien les traiter plutôt que faire les top 30, top 60, top 100, etc. Mais en mettant un peu moins de temps là-dedans, et puis surtout, c'est vrai que comme je suis la NBA aussi en même temps, tout ceci est compliqué, donc je dis ça parce que je pourrais pas aujourd'hui vous donner mon avis de pré-draft parce que je l'avais pas vraiment scouté correctement, on va dire. J'ai pas un vrai avis posé à l'époque, mais j'ai quand même le souvenir que justement, d'après ce que disait The Stepien, d'après ce que disaient des articles, des vidéos de l'époque de un tel ou un tel, j'avoue que j'aimais bien. J'aimais bien un peu ce profil. J'ai beaucoup aimé aussi, parce que ça a de suite marché en NBA, on va en parler. Et presque, j'étais un peu déçu. Je suis déçu un peu de sa carrière. Alors, heureusement, vient aujourd'hui ce titre NBA qui, on va pas dire que ça sauve tout, mais ça fait quand même plaisir de le voir jouer 30 minutes par match. Enfin, pas par match, mais au moins 2-3 matchs dans la série. Il a joué 30 minutes sur des finales NBA. Voilà, c'est quand même cool. Mais j'avoue que pour l'instant, la carrière n'est pas encore finie, on n'est que sur un peu moins de 10 ans de carrière, d'accord, donc c'est pas fini, mais j'avoue être un peu déçu de comment est-ce que la carrière s'est déroulée pour de vrai, on va dire, en un sens, parce que c'est un mec que j'aimais beaucoup, donc, et c'est un mec qui, il faut le dire, donc moi j'avais passé pas mal de temps à faire des scouting reports vidéo, etc., de Doncic, Jan Jackson, Trae Young, cette fameuse draft 2018 qui était d'une densité énorme pour le top 10, mais qu'il l'était aussi à mon sens pour le reste de la draft. Et on a une densité sur tout le premier tour
et même le deuxième, puisque le MVP des finales vient du deuxième tour de 2018, au passage. Mais non, mais c'est vrai que la 18, il y a notamment des noms en deuxième partie de premier tour, de type DiVincenzo, tiens, encore un mec de la fameuse équipe de Villanova de 2018, mais on peut aussi parler de notamment Kevin Huerter, que j'aimais bien aussi, qui avait un peu ce côté stéréotype de, vous savez, le nouveau Kyle Korver, mais en fait non, c'était un mec qui avait du ballon et de la création handball à Maryland. Josh Okogie aussi était très cool, côté Georgia Tech, avec un côté aussi, alors ça paraît étonnant aujourd'hui, mais aujourd'hui il est que défenseur. À l'époque c'était même un peu un point forward par moment. Donc bref, Grayson Allen aussi qui était très cool. Aaron Holiday était dans cette deuxième partie de tableau. Robert Williams évidemment, mon chouchou, lui j'avais passé pas mal de temps sur lui pour le coup, peut-être même un peu trop, mais Mo Wagner aussi. Et par là, bon, il y a des échecs aussi, hein. Mais je veux dire, il y a quand même une deuxième partie de draft 2018 qui était d'une profondeur assez étonnante. Et donc en effet, c'est pas au premier degré que je l'aimais parce que j'avais vu 25 matchs sur lui, donc je vais vous dire oui, moi je l'adorais. Non. Mais par contre, c'est vrai que j'ai quand même ce souvenir que cette qualité de shoot était quand même très très cool. Et pour qu'on resitue un peu le contexte, 2018, on est, ça a bien commencé à exploser, hein, la révolution du 3 points notamment. On est sur les finales de conférence avec Rockets versus Warriors, voilà, avec le Switch All notamment. Et pour le coup, même cette équipe un peu des Rockets 18, le 3 points a explosé, les 3&D depuis le début de décennie, on sait ce que c'est, etc. Mais c'est vrai que si on prend les Rockets, c'est quand même beaucoup de shooters statiques. C'est pas du tout l'héliocentrisme qu'on a pu avoir par la suite autour de Doncic avec plein de connecteurs qui bougent. Voilà, il y a du dynamisme autour de Doncic en 2024 notamment. Là, autour de Harden, c'était encore beaucoup de Ariza dans le corner qui shoot mais qui bouge pas trop, Tucker dans le corner qui shoot mais qui bouge pas trop. Voilà, un peu ce style-là pour le coup. Et je trouve que au final, Shamet avait un peu je comprends qu'ils sont un peu tombés bas, parce que déjà blessure au pied, année freshman, mais en plus, il y avait ce côté un peu plus vieux. Donc forcément que c'est pas un prospect qui a autant de sex appeal, on va dire, en un sens. Il était pas aussi intéressant de ce point de vue-là. Donc vu que c'était pas un freshman, il va pas être top 10, top 15. Mais ce qui me plaisait beaucoup, c'était un peu le côté shoot d'élite, plus, comme dit le scouting report, la taille et la défense étaient pas si catastrophiques que ça. Parce que clairement, si Landry Shamet il fait 6'1 ou 6'2 de taille, il est pas du tout premier tour. Mais la taille était intéressante. La défense était, comme dit dans l'article et le scouting report, fonctionnelle. Donc ça, c'était intéressant. Et je trouvais que en plus, j'avais pu regarder quand même 2-3 matchs, mais pas au point d'avoir un avis arrêté. Mais la création était quand même pas mal. Et c'est un peu, vous savez, un peu ce côté où finalement les role players en NBA sont souvent, mine de rien, des créateurs au step un peu inférieur, on va dire, dans la case NCAA. Et je trouve qu'avec Shamet, il y avait un peu ça. Et peut-être qu'il était un peu stéréotypé par beaucoup, et pour beaucoup, comme un peu juste, ce sera un shooter, et ce sera juste un mec de 3&D, ou, enfin, même pas 3&D, juste 3. Mais je trouve qu'il y avait quand même pas mal de créations, un peu secrètes, entre guillemets, ou un potentiel qui était pas inintéressant, de créateurs, et pas juste le mec qui sera dans le corner, ou pas juste le mec qui sera le shooter un peu gadget. Il me semblait, à l'époque, qu'il y avait un peu plus que ça. Au final, ça c'est peut-être la partie qui s'est le moins concrétisée, on va dire, au niveau NBA, et pour des raisons qu'on peut expliquer. Il y a quand même cet aspect évident de, on est d'accord, bonne taille, comme c'est décrit dans l'article, le shooting d'élite. Après, il n'y a pas de drive, le dribble est basique, ou basique plus, on va dire, mais pas élite. Donc notamment, Cole Zwicker décrit à quel point, finalement, on a un mec qui a ni le premier pas explosif, ni non plus la puissance, ni non plus il ne va compenser par des skills, du dribble, changement de direction, changement de vitesse, hésitation. Donc en fait, c'est un peu ce type de profil qui en NCAA sont un peu entre deux, on va dire. Un profil où tu te dis, bon, est-ce que pour l'étape supérieure face à des défenseurs plus grands, plus longs, plus rapides et sur un jeu aussi plus complexe en termes où il faut plus de QI basket, les espaces sont plus petits qu'en NCAA, etc. Est-ce que ce type de créateur qui est un peu entre deux, on va dire, est-ce que ça va planter totalement l'aspect de création? Et là, on pense à Shamet a planté sur cet aspect de création. Même draft, d'ailleurs, un mec que j'aimais beaucoup et qui est parti plus haut, au passage, qui est parti loterie grâce à Jerry West, c'est Jérôme Robinson aussi. Et Jérôme Robinson, le mec qui est drafté, je crois, peut-être pas devant SGA, je crois pas, non, juste après, mais devant Michael Porter Jr., Jérôme Robinson, 13e chez les Clippers. Voilà, lui, c'est un peu ça aussi. Le profil un peu créateur, un peu entre deux, on va dire. Tiens, c'est un créateur intéressant à la fac, mais est-ce que les pull-ups seront aussi ouverts et donc aussi rentrés en NBA? Est-ce que le drive, qui est sympa, mais pas plus, ça va pas s'arrêter en NBA? C'est le cas. Voilà. Et après, il y a d'autres exemples. On verra, évidemment, Brunson. Brunson, c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire qu'on a un mec qui était plus petit que Shamet, d'accord, mais qui a compensé par d'autres aspects, par le côté dribble, par le côté puissance, par plein d'aspects, évidemment. Bref, on fera Brunson plus tard. Mais c'est vrai que peut-être le premier point qu'on peut dire sur ce côté carrière NBA par rapport au profil, c'est que Shamet, qui n'était pas qu'un simple role player au niveau NCAA, il est un peu devenu
dans les faits au niveau NBA. Et ce qui est un peu dommage, faisant un peu son parcours pour le coup, c'est que il commence évidemment aux Sixers, drafté par les Sixers, draft 2018. Au passage, tiens, anecdote, c'est vrai que c'est la draft qui est gérée par Brett Brown. Mais Brett Brown, pour le coup, c'était le coach de l'équipe à la base. Sauf que quelques semaines avant, à peine, il y avait eu l'affaire, je ne vais pas dire le scandale, mais l'affaire Brian Colangelo, le GM des Sixers, qui avait été surpris avec un burner account. Toute l'affaire avait été découverte. Alors, est-ce que c'était lui ? Est-ce que c'était sa femme ? On ne saura pas, on ne saura jamais sans doute. Mais grosso modo, il y avait sous couvert d'anonymat un compte qui donnait pas mal d'infos, qui critiquait les autres déjà, notamment l'ancien GM, notamment un tel ou un tel, mais qui aussi donnait des infos médicales, qui critiquait Embiid en plus, je crois, pour le coup. Donc bref, Colangelo a dû démissionner et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec le coach de l'équipe qui est GM par intérim. Voilà, c'est quand même très bien géré cette franchise des Sixers à l'époque pour une draft. T'as pas ton GM, t'as aucun GM et donc le coach est un peu obligé d'assumer ce rôle-là. Et pour rappeler aussi 2018 niveau contexte, on est sur la première année de compétence de ces Sixers post-process justement. Alors le process n'a pas pu aller au bout parce que l'ancien GM qui en était responsable a été viré avant qu'on puisse en avoir les résultats, mais ça commençait un peu à arriver. C'est-à-dire que 18 c'est la première année de Embiid, première année complète après ces 30 matchs en 17 où on se disait il est tellement fort, même en 30 matchs il aurait pu être rookie de l'année. Mais donc 18 ils font les playoffs avec Ben Simmons aussi qui est rookie, un rookie de niveau All-NBA quasiment pour le coup, avec Redick qui avait été une signature ultra importante de la free agency. Et voilà, l'équipe était quand même assez géniale. Darius Saric aussi, Robert Covington qui était un mec qui avait été chopé non drafté je crois au deuxième tour, je sais plus, mais non drafté effectivement par la franchise. Et en fait ils font un deuxième tour de playoff contre Boston, mais un Boston qui n'a pas ni Irving ni Hayward, souvenez-vous. Et pour le coup, Boston a gagné, alors que Boston était quand même beaucoup moins talentueux. Et un des problèmes en termes de coaching, c'était quoi ? C'était que les post-up de Embiid, alors certes, dans l'histoire, on va raconter, à Horford, d'accord, c'est un peu l'anti-Embiid, ok. Il y avait surtout un manque de spacing qui était criant. Et un homme, JJ Redick, ne pouvait pas faire un spacing. Et en fait, Embiid n'a pas pu du tout attaquer en post-up parce qu'il n'y a pas d'espace. En fait, ça venait faire des prises à deux au niveau de Embiid. Donc finalement, il a jamais pu agir totalement. Et moi, je pense que c'est, on va pas dire la mauvaise équipe qui a gagné la série, parce que la bonne équipe, la meilleure équipe a gagné. Mais si vous voulez, en début de série, on s'attendait quand même à ce que malgré la jeunesse et l'inexpérience des Sixers, les Sixers avaient sans doute beaucoup plus de talent. Ils auraient peut-être dû passer, mais manque de spacing. Et donc c'est là-dedans qu'arrive notre ami Landry Shamet et qui se fait donc recruter un peu pour ça. Vous avez compris. C'est-à-dire que manque de spacing. Tiens, on est en fin de premier tour. Prenons Landry Shamet pour son shoot d'élite, shoot en mouvement, avec peut-être en bonus, on verra, un peu de création, avec en plus ce côté défense qui a l'air de pas mal tenir, au moins au niveau NCAA. Et le truc, c'est que en tant que rookie, c'est un rookie qui est un peu plus vieux que la normale. Il a fait 3 ans à Wichita State. D'ailleurs, on n'a pas fait de mini-parenthèse sur Wichita State, qui est quand même une équipe qui est une petite fac, on va dire. C'est pas du tout une énorme fac à la Arizona, Duke, Kentucky, mais c'est ce qu'on appelle une mid-major. Voilà, donc une fac de degré un peu moindre. Mais par contre, c'est peut-être la plus grosse des mid-majors, la plus connue aussi. Et c'est un programme qui était à l'époque extrêmement bien coaché par Greg Marshall, qui avait tout un système, la motion offense de Greg Marshall, et une fac qui en plus arrivait à faire des saisons qui étaient assez impressionnantes et à sortir des mecs. Notamment, il y avait la fameuse année 2014 où ils ont un bilan hyper bon. Alors, ils se font battre par Kentucky, un peu à la surprise générale, mais il y a pas mal de mecs dans cette équipe. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Shamet, en 2016, il est donc freshman, il est blessé, mais il côtoie un certain Fred VanVleet à Wichita State, voilà. Et l'autre, qui est aussi, c'est un peu rigolo, l'autre NBR de cette équipe, c'est Ron Baker. Bon, d'autant plus marrant quand on sait que Ron Baker a commencé au Knicks et qu'aujourd'hui, Shamet, entre guillemets, finit au Knicks et est champion avec eux. Et je crois qu'il a côtoyé VanVleet au début, en 2016. VanVleet était encore là-bas, à Wichita. Et je crois aussi qu'à la fin, il me semble qu'il a joué avec Austin Reeves aussi, lorsque Reeves est arrivé un peu plus tard. Bref, fermons la parenthèse de Wichita, mais vraiment bon programme et Shamet sortait de là-bas. Et donc, il arrive là-dedans, après 3 ans de fac, une année blessée et deux très belles années notamment. Et on a quand même un mec qui, en tant que rookie, certes un peu plus vieux, mais dans une équipe compétente, joue 23 minutes par match. J'ai quand même un très bon souvenir de ses débuts chez les Sixers. Même, autre anecdote, je pense que vous la connaissez aussi, il a dû changer en cours d'année son numéro. Pour la simple et bonne raison que, en fait, il avait le 23 à la base, qui était peut-être son numéro de Wichita, d'ailleurs, je sais plus, mais bref. Donc il avait le 23, sauf que en cours d'année, un nouveau GM a été nommé, un certain
Elton Brand, qui va récupérer tous les assets accumulés par Sam Hinkie, le vilain petit canard Sam Hinkie, mais qui avait quand même fait un joli pactole, et il va tout cramer, Elton Brand. Donc notamment le trade de Butler, parce que ça se passait mal côté Wolves, avec les fameux entraînements où il se bat avec tout le monde, etc. Donc assez tôt dans l'année, les Sixers récupèrent Butler. Shamet n'est pas dans l'échange, mais il avait le 23. Sauf que quand Butler il arrive, il dit non, rookie, moi c'est moi le 23, donc toi tu changes et tu prends le numéro 1. Et en fait, de toute façon, il va pas finir l'année du tout aux Sixers, puisque deuxième échange de très grande envergure, je suis un peu ironique, mais en vrai non, c'est le trade pour Tobias Harris aussi, qui arrive lui pour le coup, je crois à la deadline, ou pas loin de la deadline, un peu avant, peut-être une semaine avant, donc en février. Et donc c'est là que Shamet, qui avait fait un début de saison qui était très très cool, avec en plus, j'ai pas dit, mais tactiquement, Brett Brown, qui était un ancien apôtre de Popovich, qui avait notamment développé un jeu très très cool, très sympa. Alors tout le monde l'a oublié, évidemment, mais parce que ça perdait l'époque du process et qu'ensuite il était nul, il a pas réussi en playoff, mais le jeu était quand même très plaisant. C'était là encore beaucoup de motion offense notamment, et beaucoup de aussi particulièrement de jeux autour du poste haut avec Simmons, mais aussi Embiid. Et notamment tout ce qui était jeu à deux avec JJ Redick. La synergie était géniale entre Redick et Embiid. Peut-être un des meilleurs duos qu'on ait jamais eu pour Embiid, parce que menace de shoot, shoot en mouvement, les jeux de main à main, etc. Embiid pouvait faire une feinte de jeu de main à main et commencer en drive pour aller au panier. Ou alors il donnait le jeu de main à main et donc le tir était ouvert, la pose d'écran. Enfin bref, c'était hyper complet. Et Shamet était un peu là-dedans au début. Il était un peu dans ce rôle à la JJ Redick, autour de Embiid, mais autour d'autres aussi. Donc voilà, tactiquement, c'était hyper intéressant. Et malheureusement, Elton Brand, il a décidé de casser la tirelire pour aller chercher Tobias Harris, que tout le monde voulait, puisque évidemment le mec ne faisait pas plus de 6 mois dans une franchise avant d'être échangé, Tobias Harris, mais ceci est une autre histoire. Donc voilà, donc il part aux Clippers, et ce sont des Clippers qui sont en donc saison 2019. On est sur la période des Clippers qui est une période très collective, coachée par Doc Rivers. Il y avait déjà eu en 18 l'an passé une année où Chris Paul était parti, une année où Griffin va être échangé aussi en cours d'année, et on se dit bon, il n'y a plus personne, ils vont reconstruire, mais c'est une année 2018 avec justement Tobias Harris et Marjanovic, avec Avery Bradley, avec bref, plein de petits bouts de petits joueurs mis bout à bout, qui faisaient une équipe hyper collective qui, s'il y avait eu le play-in, aurait fait le play-in. Malheureusement, je crois qu'ils échouent à la 8e ou 9e ou 10e place, je crois. Et 2019, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que on n'a toujours pas de méga star, ça viendra quelques mois plus tard, à peine 6 mois plus tard, Kawhi Leonard et Paul George vont arriver. Mais à l'époque, donc, c'est encore sur cet aspect d'équipe très collective. Donc, je peux vous dire un peu les joueurs qu'il y a. Donc, on a du Tobias Harris qui fait une partie de l'année, mais qui ensuite se fait échanger. Gallinari a fait encore 68 matchs là-bas. Bradley, Shamet, Beverley, Lou Williams aussi était là, avec Montrezl évidemment. Zubats aussi, qui avait été volé honteusement aux Lakers. Enfin, les Lakers avaient un peu bazardé sans raison. Jamichael Green était là, Garrett Temple, et un certain rookie qui s'appelait Shai Gilgeous-Alexander. Et donc Shamet vient là-dedans, et une équipe en 2019 des Clippers qui cette fois-ci fait les playoffs, coachés par Doc Rivers. Ils font 48 et 34, alors que vraiment il n'y a pas grand-chose dans cette équipe en termes de star power, en termes de création pure. Mais voilà, une équipe avec 2-3 bouts de bois, et Doc Rivers qui coach plutôt bien, même assez bien cette équipe, qui donc va carrément en play-off cette fois-ci. Ils vont finir 8e de la conf et affronter les Warriors au premier tour, avec sans doute, vous avez plus d'images de peut-être SGA rookie que de Shamet rookie. Et puis ensuite, été 19, donc Kawhi Leonard et Paul George arrivent en grande pompe, ça on connaît un peu l'histoire. Mais ce qui est marrant, c'est que Shamet, deuxième année, toujours chez les Clippers, donc finalement il perd pas trop sa place. Il a quand même un rôle assez majeur, un bon rôle de rotation. Il est encore à 27 minutes par match cette année 2020 chez des Clippers compétents, même très compétents. Mais c'est vrai que par contre, on voit aussi l'aspect du scouting report qu'on avait un peu évoqué. Les 27 minutes par match en moyenne de la saison régulière se transforment en un temps de jeu beaucoup plus limité en playoff. Et ça tombe à 18 à peine. Et il y a même des matchs où en fait, ils jouent pas tant que ça au niveau des playoffs. Le dernier match contre Denver, il joue 6 minutes. Un match avant ça, il joue 13 minutes. Avant ça, 11 minutes, 10 minutes contre Denver. Donc voilà, dans la bulle, la série contre les Nuggets a fait mal notamment. Et c'est un peu l'aspect de défense qu'on craignait un peu. Et notamment une équipe comme Denver qui était hyper bien arrivée à cibler les maillons faibles de la part des Clippers, que ce soit Lou Williams, que ce soit Shamet et des mecs comme ça. Donc c'est vrai que là on avait un peu ce premier stop de dire en effet la défense qu'on avait décrit comme limitée mais quand même hyper intéressante au niveau NCAA, c'est peut-être plus par moment du neutre et par moment du négatif qu'autre chose. Voilà, on est plus dans ce registre-ci au niveau NBA où ok, le mec se bat très bien, le mec en termes de technique c'est pas mal, la mobilité aussi, tout ce qu'on a vu d'ailleurs sur ces finales NBA 2026, on a vu un mec qui était génialissime, mais qui malgré l'effort
a des limitations, et donc c'est pour ça que sur les finales 2026, on avait un Castle qui pouvait lui rentrer dedans et aller proche du panier, parce qu'il peut tenter de faire barrage, mais ça tient pas, quoi, grosso modo. Donc c'est pas une question de mauvais effort, c'est plus des vraies limitations. Donc il a beau faire 6-5 de taille, et d'ailleurs un truc que, bon, j'ai rajouté une phrase dans le scouting report, elle était de moi celle-là, mais quand Cole Zwicker parle de charpente assez fine, effectivement il y avait aussi le doute des épaules un peu rétrécies, et les épaules un peu resserrées, contrairement à d'autres qui ont une charpente fine mais avec des épaules larges. Et quand tu as des épaules larges, en général, ça veut dire que tu vas plus facilement arriver à la remplir, cette charpente. Alors que des épaules un peu plus resserrées, on pense notamment à Autoporter, qui avait aussi des épaules un peu resserrées comme ça, la charpente s'est jamais vraiment remplie, en un sens. Et pareil, donc pour Shamet, on avait un peu cette crainte de, ok, t'es grand, mais à quel point est-ce que la charpente va pouvoir un peu se solidifier? Finalement, ça s'est un peu confirmé au niveau NBA pour le coup. Donc bref, échec des Clippers 2020 dans la bulle avec le 3-1 qui est remonté, puisque c'est coaché par Doc Rivers, évidemment. Et puis donc après ça, durant l'intersaison 2020, il est échangé, donc toujours son contrat rookie. Pour sa 3e année, il est échangé dans un échange assez bizarre avec plein d'équipes et plein de joueurs, mais que des joueurs un peu pourraves. Peut-être que le principal, ça va être Bruce Brown, qui va passer de Détroit à Brooklyn, et dans cet échange aussi, en fait, les Clippers vont récupérer Luke Kennard. Voilà, c'est un peu ça le deal de base. C'est Bruce Brown à Brooklyn et Détroit qui envoie aussi Kennard du côté des Clippers. Et on va dire que Kennard, qui est une draft, tiens, c'est laquelle d'ailleurs? De tête, j'ai perdu. On s'en fout. 17. Oui, 17. Kennard, c'est 17. Donc c'est un peu le même profil, hein, Kennard. Mais peut-être encore plus tard, parce que Kennard, c'était quand même un mec qui était, je crois, top 20, top 30 lycéen, mais un peu ce profil de il est un peu petit, c'est un shooter d'élite, mais un peu petit, donc quid de la défense. Il y a du playmaking au niveau inférieur et de la création pure, mais quid du niveau supérieur. Et c'est vrai qu'à Détroit, il a quand même montré un peu plus de ça, niveau passing, niveau création. Donc je pense que les Clippers se sont dit, tiens, on va essayer un peu de upgrader ce rôle-là de Shamet, qui lui, en termes de création balle en main, montrait moins. Donc ils ont fait un peu le pari d'aller chercher Luke Kennard, qui était en plus plus costaud, hein. Lui, pour le coup, la charpente, elle est quand même bien remplie, Kennard. Et donc bref, dans cet échange à plein d'équipes, lui atterrit chez les Brooklyn Nets, qui récupèrent Bruce Brown, mais donc aussi Shamet. Et Shamet, là, on est un peu installé, 3e année, ça y est, dans le rôle un peu, je vais pas dire gadget, mais un peu le rôle de 7e, 8e, 9e homme de rotation. Donc c'est les Nets avec Irving, Harden, Kevin Durant, et lui sort du banc pour une 20aine de minutes par match en régulière, et puis une 15aine en playoff, grosso modo. Mais vraiment, ce rôle de 3&D et pas plus. Alors cela dit, c'est bien parce qu'il participe un peu à cette saison totalement folle des Nets en termes de offensive rating. C'est un des meilleurs de l'histoire. Mais pourquoi? Parce que 2021, les salles NBA étaient vides. Post-Covid, c'était pas encore re-rempli, et donc tout le monde a bien shooté en 2021, et lui a participé un peu à ça. Le offensive rating génialissime des Nets en 2021, et il sort aussi du shoot. Tout le monde avait hyper bien shooté chez les Nets et en général en NBA. Donc bref, après ça, il est échangé du côté de Phoenix pour les Suns 2022, donc encore une très bonne équipe, hein, puisque c'était les Suns qui sortaient des finales NBA et les Suns qui allaient faire une saison à 60 victoires. Et donc là encore, Shamet, il a son rôle, il a 20 minutes par match, voilà, mais pas plus finalement, pas beaucoup plus. Donc on va dire que là, on est année numéro 4 et le rôle est plus ou moins établi. On sait qui tu es, pardon. On sait que tu es un défenseur potable, qui parfois en playoff va moins jouer parce que forcément un mec comme ça est vu comme un maillon faible et il peut se faire attaquer, non pas qu'il soit catastrophique, mais on peut développer de l'attaque à travers lui. Il va pas forcément switcher sur les écrans, donc on va le faire un edge and recover notamment, donc ça crée un décalage. Donc voilà, le temps de jeu va un peu être réduit. Il fait 2022 à Phoenix, 20 minutes, il fait 2023 aussi à Phoenix avec Durant qui arrive en février et 20 minutes aussi. Et puis été 2023, c'est là où il va connaître sa première très mauvaise saison. Équipe plutôt. Il est dans le deal qui envoie, où Phoenix envoie Shamet et donc notamment Chris Paul du côté des Wizards. Donc lui va passer une année 2024 aux Wizards. Donc bon, là on peut passer plus vite évidemment parce que l'année est un peu à oublier, non pas qu'il soit mauvais, mais si vous voulez un profil comme ça de role player shooter, finalement ça n'a pas de sens dans une équipe de tanking, pas du tout. Donc année où finalement personne ne va le chercher, il est encore sous contrat parce qu'il avait signé une prolongation de contrat à Phoenix avant d'être échangé. Donc encore sous contrat jusqu'ici, mais en effet, été 2024, les Wizards vont le couper parce qu'ils ont passé un an à vouloir l'échanger, ils ne sont pas arrivés, donc on le coupe et lui va aller du côté des Knicks pour la saison 2025, mais pas tant que ça en fait. Alors il fait 50 matchs côté New York, mais je crois que New York à un moment donné le prend, puis il le coupe, enfin il y a des raisons de contrat, à la limite on s'en fout un peu, mais chez les Knicks il n'a pas un rôle qui est si grand que ça.
Mine de rien, il joue donc on a dit 50 matchs, mais avec un temps de jeu pour Thibodeau qui est évidemment assez réduit. Donc on est sur du à peine 15 minutes par match et il joue même pas tous les matchs. Et cette année, ils l'ont repris de nouveau les Knicks. Donc Shamet qui désormais était dans son année de 28 ans, 51 matchs cette saison, 23 minutes par match, donc quand même plus pour le coup. Et je pense que le changement entre Thibodeau et Mike Brown qui joue un peu plus de système en mode Princeton offense avec les point series, avec 4 en tête de raquette, avec du jeu autour de ça. Et puis globalement, c'est aussi un des trucs qu'a cherché à faire Mike Brown, c'est augmenter la fréquence à 3 points de ces Knicks qui étaient bons à 3 points mais qui en prenaient très peu finalement dans le cycle Thibodeau. Là, ce qu'a fait Mike Brown, c'est on va attaquer un peu moins le rebond offensif, notamment pour dire un peu les grandes lignes de l'évolution d'une année à l'autre, un peu moins ce jeu des possessions, rebond offensif à tout prix, et un peu plus de fréquence à 3 points. Donc logiquement, dans ce type-là de philosophie, Shamet a beaucoup plus joué cette année, 23 minutes de jeu. Mais voilà, vous voyez qu'au final, quand on fait un peu le parcours de Shamet jusqu'ici, et bien sûr, pardon, j'ai pas précisé, mais on vient de le vivre, des playoffs qui ont été quand même de très bonne facture. Il a fait partie de cette équipe des Knicks qui, playoff 2026, a su exploser à certains moments en termes de shot-making au niveau du 3 points, les fameux coups de chaud contre les Sixers où ça shoot à 60%, pareil contre les Cavs, il y a des moments de chaud aussi. Et en plus, le clou du spectacle pour lui, ça a été les matchs 1 et match 2 des finales NBA où il joue 33 minutes sur le match 1 et puis de nouveau 30 minutes par match sur le match 2. Après, il a été un peu moins en réussite à 3 points. Il fait un match 3 à seulement 1 sur 7 sur les finales en jouant une bonne vingtaine de minutes. Mais la présence de Shamet a aussi été un peu en symétrie au niveau de performance de Mikal Bridges. C'est-à-dire que match 1 et match 2, je crois que Mikal est pas top du tout. Donc Shamet est utile aussi parce que on l'a bien montré sur nos décorticages vidéo des schémas des Spurs. En fait, vu que les Spurs vont garder tout le temps Wembanyama proche du panier en général, ce qui fait que tu pouvais mettre Shamet dans le corner et ça devenait un peu de facto le match-up de Wemby. Et donc ensuite, Shamet pouvait remonter et tenter d'attirer avec lui Wembanyama pour poser un écran. Ou alors juste quand Wemby venait aider, il y avait Shamet qui était ouvert à une passe près et donc il pouvait punir, etc. Donc voilà, bref, je pense que ces finales 2026 pour Landry Shamet, ça a été un peu l'acmé de sa carrière, en tout cas pour l'instant. Et d'ailleurs, l'autre point tout de même hyper intéressant sur les playoffs en général, bon, le shoot, d'accord, l'aspect de connecteur, finalement, vous voyez que c'est assez logique quand on voit que Shamet est capable de faire des actions de connecteur, c'est-à-dire non pas le créateur et non pas le finisseur, mais un peu être le milieu de la chaîne, le mec qui est capable d'entamer son dribble, de faire un drive, end kick, de faire l'extra pass, voilà, de faire un peu le liant. Bah ça, il est capable parce que de base, on a bien lu son scouting report, on a vu que de base, c'était un créateur handball. Donc forcément, qui peut le plus, peut le moins. Et donc quand tu réduis un peu ça, que tu le mets dans un rôle un peu de connecteur, évidemment qu'il peut le faire aussi. Alors, le entre guillemets problème pour lui, c'est qu'Alvarado peut le faire aussi. Alvarado aussi est un meneur de formation et c'est vrai qu'Alvarado a pris un peu plus de minutes à partir de match 3, 4, 5, on va dire, un chouïa plus pour le coup. Mais bon bref, mettons ça de côté. Au-delà du côté shoot, au-delà du côté connecteur, il y a aussi, mine de rien, la grosse satisfaction pour moi, c'est la défense. La défense de Shamet a été aussi bonne, voire même meilleure qu'on ne l'a jamais vue, à mon sens, au niveau NBA. Et je dis ça alors que on a tout de même vu des limitations, en effet, où il y a des fois, il défend bien, il a le bon niveau d'intensité, la bonne technique, mais il peut rien. Comme déjà expliqué, contre Castle qui lui rentre dedans, il est plus grand, Castle, il est plus gros, il est plus puissant. Donc même si Shamet coulisse hyper bien, il va quand même concéder en termes de territoire un drive jusqu'au panier. Alors après, heureusement les Knicks sont venus aider par-ci par-là. Mais bref, au-delà des limitations qui de toute façon vont exister tout le temps, je pense que c'est quand même le truc hyper positif, c'est que son niveau défensif a été, je trouve, extrêmement de très bon niveau, pardon. Et certes, parfois c'était avec une aide d'un côté, une aide de l'autre, mais tout de même, il a représenté un premier rideau beaucoup plus difficile à passer qu'on aurait pu penser pour le coup. Et j'ai entendu certains commentaires qui disaient mais oui, mais tu peux pas mettre sur le même plan Brunson et Shamet. Et j'entends, moi c'était un peu par raccourci, on va dire par raccourci. Tu dis bah oui, l'attaque des Spurs doit attaquer des mecs entre guillemets maillons faibles ou des mecs un peu plus faibles de type Shamet ou Brunson. Mais en effet, c'est vrai qu'il faut peut-être pas faire ce raccourci de les mettre sur le même plan parce que Brunson aussi bataille bien, il se bat, mais je trouve que Shamet est quand même peut-être un peu un ton au-dessus défensivement. Alors il est aussi plus grand, il fait 6'5 de taille, donc pour le coup ça aide aussi. Mais voilà, c'est vrai que la défense a été quand même une partie assez importante de ce run de playoff et de ses finales particulièrement. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça, je pense que on peut, je pense, aujourd'hui se retourner sur la carrière de Shamet, en tout cas sur les 10 premières saisons. J'espère que ça va durer encore un peu. Mais on est quand même sur une carrière peut-être un chouïa décevante par rapport au profil de l'époque, si on partait du principe qu'il y avait un potentiel de créateur un peu secondaire ou tertiaire quelque part. Or, on n'a pas eu trop ça.
On a juste eu, finalement, un mec qui était dans ce rôle de shooter un peu gadget, de shooter en sortie d'écran, qui prend des pin down, qui prend des floppy action, des floppy sets. Et voilà, grosso modo, le 15-20 minutes, shoot exclusivement, j'ai envie de dire. Et donc, il y a toute une partie de pick and roll, balle en main, qu'on n'a pas eu. Mais, comme déjà dit un peu à l'instant, toute cette création, ces qualités, il ne les a pas perdues, mais elles se retranscrivent sans doute un peu mieux dans ce qu'on pourrait appeler le connecting aujourd'hui, le rôle de connecteur. Donc, peut-être qu'il n'y a pas assez pour être un créateur, même de sortie de banc et même d'un niveau tertiaire, peut-être qu'il n'y a pas assez, parce que en vérité, je pense qu'il est juste un peu trop court sur 3 aspects principaux. Et donc, le fait de l'être sur les 3 à la fois fait qu'au final, il n'y a pas assez. Mais il est un petit peu court sur en effet la taille, il fait que 6'5", alors que s'il avait été à 6'8 ou 6'9, un ailier, même avec les autres limitations, mais un ailier de 6'8, bon, il y a quand même plus de facilité peut-être, plus d'angle de passe possible, plus de shoot par-dessus, plus de tout en fait. Mais ça, il fait que 6'5 finalement, et en plus un 6'5, précisons, il n'a pas des bras immenses, il n'a pas une envergure de bras avec un bonus gigantesque, donc c'est un 6'5 qui se fait ressentir petit. C'est pas un 6'5 avec des bras de 6'11 par exemple. Prenez John Wall, je crois que le profil physique de John Wall c'est 6'4 ou 6'5 de taille. Pardon, je parle en termes de pied, j'ai pas la mesure en métrique, mais il fait 6'4 ou 6'5 de taille, mais avec des bras de 7 pieds de long, ou de 6'10, 6'11. Les Dwayne Wade, les John Wall, les mecs comme ça, les Westbrook aussi, voilà, Westbrook c'est pareil. Là, Shamet, il fait certes 6'5 de taille, pas mal, mais des bras qui sont petits, donc fonctionnellement, il joue un peu petit. Donc bref, il y a ce premier élément où je pense que s'il avait fait 6'8 de taille, il aurait eu plus de tout. Or, il l'est pas. Dans le même temps, il y a aussi ce côté puissance et épaisseur qui fait que il ne peut pas évoluer à travers le contact, il ne peut pas driver malgré un mec qui le repousse, il peut pas, voilà. Il y a ce côté vraiment puissance fonctionnelle dans le jeu qui n'est pas là non plus. Donc finalement, le côté drive n'est quasiment pas là, sur du drive de création. Et puis troisièmement, il est un peu court en termes de niveau de skills, parce que le scouting report de l'époque décrit bien quelqu'un qui a les basiques, mais peut-être pas plus, quoi. Quelqu'un qui, au niveau NCAA, ça passe. Voilà. Au niveau NCAA, il y a du drive un peu, il y a de la création de pull-up un peu, mais il y a du passing basique, hein, d'accord. Il peut faire à peu près toutes les passes, ils disent, d'accord. Mais c'est vrai que quand tu montes en catégorie, quand tu montes en adversité aussi, tu affrontes des défenseurs plus grands, plus longs, des défenses plus complexes, plus physiques, etc. Mais finalement, le niveau, on va dire, je sais pas s'il est à 80 sur 100 pour le niveau NCAA, quand tu le transposes, ça se transforme en un 40 sur 100 au niveau NBA. Par exemple, hein, si on doit un peu modéliser. Et donc, sans doute que finalement, les skills n'étaient pas à un niveau à ce point d'élite pour passer outre une taille qui est pas mal, mais pas élite, ou un côté athlétique de manque de puissance, et d'ailleurs manque aussi de explosivité verticale ou horizontale. On l'a pas dit non plus, mais c'est pas un athlète de fou en termes de premier pas, donc voilà, ça, s'il y avait ça aussi, ça aurait pu aider, mais c'est pas le cas. Or donc les skills sont pas à un niveau d'élite. Donc il y a pas ce côté, même si j'ai pas les angles de passe, même si j'ai pas la capacité à me créer de l'espace via mon corps, etc. Il y a pas non plus derrière le toucher ou le QI basket ou la manipulation de défense ou le côté shot making sur des pull-ups compliqués, ou voilà, pas trop. Et d'ailleurs, c'est là où on peut un peu rattraper les aspects du scouting report de l'époque qui étaient un peu en mode un peu entre deux, un peu quid, un peu tiens, c'est vrai que c'est un créateur à Wichita State, mais il n'arrive pas non plus à générer une si bonne séparation que ça avec son défenseur, même au niveau NCAA sur les 1 contre 1. Le pick and roll c'est pas mal, mais c'est pas un driver à haut volume, etc. Donc voilà, on va dire que il y a quand même ce premier prisme où sans doute que la carrière de Shamet peut être vue un peu comme une déception parce que on a un peu un journeyman. Alors un journeyman d'excellentes équipes, hein. Je sais pas si vous voyez, mais on a quand même un mec qui fait au début Sixers, qui part chez des Clippers qui sont en playoff, qui est récupéré par les Nets. C'est pas un hasard si les Nets le font jouer 20 minutes par match, alors que c'est des Nets qui sont calibre champion, qui auraient dû l'être d'ailleurs au passage 2021. Qu'ensuite il est récupéré par les Suns qui sont eux aussi élites. Qu'ensuite il est récupéré par Washington, ok, mais ça c'est les circonstances un peu des contrats. Mais ensuite les Knicks qui le font jouer depuis 2 ans, et que là le mec, je répète, a joué 2 fois 30 minutes en finale NBA. Donc certes c'est un journeyman, mais un journeyman d'excellentes équipes. Mais en effet, il y a peut-être ce premier prisme de voir la carrière de Shamet comme si on espérait plus et si on attendait plus, si on croyait beaucoup à ce potentiel un peu lointain, mais tout de même là de création tertiaire ou secondaire, on est déçu. Après, il y a quand même la vision sans doute plus, j'ai pas envie de dire pragmatique, mais plus probabiliste. En fait, faire une carrière à ce point bonne pour un 26e pick de draft, c'est clairement
une réussite qui est totale. Je veux dire, tous les pics numéro 26 ne donnent pas ce type de carrière. Et je pense qu'on est un peu sur peut-être un des meilleurs exemples en NBA, ou un exemple, vous allez dire, il y en a quand même pas mal, mais un bon exemple, on va le dire comme ça, un bon exemple de à quel point il y a une vraie marche au niveau NCAA et NBA, une vraie marche d'écart, et donc forcément, tu as des profils parfois, ça c'est les top picks, les mecs où il y a des grandes mensurations physiques ou des qualités athlétiques d'élite, ou les deux, et avec en plus des skills, voilà, ça c'est le haut du chapeau, c'est top 2, top 3, top 5 de draft, ok. Et après, t'en as qui sont un peu plus sur la brèche, on va dire. Et que là où un créateur NCAA qui a de bons skills et bonne aptitude générale, on va dire, face à un niveau de défense NCAA, ça passe avec ballon en créateur, tu passes l'étape au-dessus, tout est un peu plus dur, et du coup, toi, tu étais peut-être à la limite au niveau NCAA, tu étais juste au-dessus de la limite, mais comme la limite a augmenté, tu te retrouves désormais de facto un peu en dessous de cette limite, et donc la création n'existe désormais plus. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi que au final, ce sont ces profils-là qui, à mon sens, font les meilleurs connecteurs de NBA. Parce que, justement, les qualités intrinsèques en soi, ils les ont pas perdues. Le côté vision de jeu, le côté instinct, le côté shot-making, le côté dribble aussi, etc. Certes, dans un rôle de créateur, où c'est à toi à casser la défense, c'est à toi à créer le premier décalage ou le décalage tout court, c'est à toi à générer quelque chose à partir de rien et face à ton défenseur ou face à deux défenseurs, ça, pour cet exercice, ces joueurs-là un peu sur la brèche, ils ne peuvent pas. Par contre, dans des situations où il y a déjà un décalage de fait, donc dans ce rôle de connecteur où un autre va créer le décalage, leur transmettre à eux, et eux, ils doivent faire un peu le lien. Dans ce rôle où il y a déjà un décalage, finalement, de nouveau, la barre, les standards d'exigence, elle redescend. Et donc, dans ce type de configuration, il y a déjà un peu un espace, il y a déjà un peu une séparation avec le défenseur, il y a déjà un peu un côté faible qui est un peu vidé, etc. De nouveau, leur niveau de qualité se retrouve au-dessus des standards pour cet exercice-là. Et donc, c'est là où je pense que aller piocher les meilleurs connecteurs de NBA, ça se fait sur des créateurs de niveau inférieur. Mais en général, c'est aussi une règle un peu officieuse, on va dire, mais c'est assez rare qu'on ait des role-players au niveau NBA qui étaient déjà des role-players au niveau NCAA. Ça peut arriver, évidemment, c'est pas une règle absolue, c'est pas un théorème mathématique où il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun contre-exemple, on est d'accord, mais tout de même, en général, on est un peu dans ce type d'évolution. Le role-player au niveau N+1 était un peu plus typé star au niveau N, et c'est ce qui fait que au niveau N+1, il a les qualités intrinsèques qui, dans des situations plus faciles, réexistent. On peut le dire, le formuler comme ça. Et donc, voici pour Landry Shamet et cet exemple. Et l'autre aspect qu'on peut développer, c'est que tout le monde n'est pas non plus condamné à faire ça. Je veux dire, si on prend l'exemple d'ailleurs de son coéquipier, son propre coéquipier, Austin Reeves. Mais bon, Reeves, c'est un peu l'anomalie, quoi. C'est-à-dire le cas où un mec qui est un peu sur la brèche, encore une fois, en termes de taille, pas top, taille et envergure. Taille et envergure bien, mais pas top. Qualité athlétique, oui, changement de direction, coordination, ok, pas mal, mais pas élite non plus. Mais par contre, troisième point, explosion totale du niveau de skills, c'est-à-dire que lui, face à des défenses bien meilleures, en fait, il a su avoir un passing meilleur, un shot-making meilleur, le 3 points d'ailleurs, le jump shot en général qui n'était pas là du tout à la fac, d'un coup il est arrivé chez Austin Reeves, donc bref, il ne faut pas non plus avoir l'effet inverse et le côté biais du survivant. En fait, c'est Reeves l'anomalie là-dedans, c'est Reeves le côté créateur de ligue inférieure et qui a des limitations, mais qui en fait les fait exploser par donc une explosion du niveau de skills. Finalement, c'est ça l'anomalie. Et donc, Shamet, c'est un peu plus le cas classique, on va dire. Le cas d'un mec qui se réinvente dans un rôle un peu moindre, finalement. Et donc, c'est comme ça qu'on a une carrière où on espérait... Alors, il y avait peut-être 1% de chance qu'on ait une superstar de création. Bon, on l'a pas eu, d'accord. On espérait peut-être un créateur secondaire ou tertiaire avec un peu de ballon, un peu de... voire même un peu côté Lou Williams, par exemple. Lou Williams, qui est devenu un créateur en sortie de banc, hyper intéressant, voilà, pick and roll, etc. Mais il avait la balle, quoi, pour le coup. Ça, on pouvait espérer ça peut-être en un sens, mais on l'a pas eu non plus, parce que l'attaque, en tout cas la création pure, ne s'est pas transposée. Et donc, reste aujourd'hui un connecteur qui brille dans ce rôle de connecting, avec des qualités qui, à l'étape N-1, faisaient de lui un créateur. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce sera aussi intéressant de suivre sa situation contractuelle pour cet été, puisqu'il n'a pas été, il coûte pas cher. Il coûte pas cher du tout pour les Knicks depuis 2 ans. Il n'était pas du tout en contrat, il n'était pas sous contrat normal. Voilà, Washington l'a coupé, donc fin des vrais contrats, on va dire. Il était un peu sur des piges un peu plus courtes depuis 2 ans et pas cher surtout. Mais donc
À présent, combien va-t-il coûter sur le marché des transferts sur la free agency? Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait mobiliser un petit contrat à, je sais pas moi, 5 ou 10 millions l'année, désormais, vu en plus la plateforme qu'offrent les finales NBA, et on voit qu'il a performé, très bien performé en finale NBA, donc ça ne serait pas non plus illogique, je pense que ça peut totalement arriver. Mais voilà pour donc Landry Shamet, notre deuxième numéro des origines de champion 2026, et on se dit à demain pour un prochain numéro.